Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plein les poches. Aujourd'hui encore, on va tout faire pour vous réconcilier avec votre porte-monnaie. Dans un instant, on parlera du juste prix des œufs. Et puis, avis aux amateurs de jeux vidéo, Quentin nous parlera du match entre Apple et Nintendo. Merci Romaric et Quentin d'être avec nous aujourd'hui. Donc Romaric pour les œufs et Quentin pour le match entre Apple et Nintendo. Au programme également, investir dans les sacs à main, bon ou mauvais plan. Réponse dans quelques instants avec Antoine. Et puis, vous le savez, en fin d'émission, nous irons faire un tour, comme d'habitude, chez nos amis, les milliardaires. Mais avant ça, on va parler du chiffre d'affaires, à ne pas confondre avec le résultat, une notion parfois un peu abstraite que Jean-Loup a décidé de nous expliquer cette fois avec du chocolat. Chiffre d'affaires, bénéfice, retour sur investissement, qu'est-ce que c'est? On vous explique avec du chocolat. Ça, c'est mon chiffre d'affaires. Cela représente tous les euros que mon entreprise a générés. Par exemple, si mon entreprise a vendu 6 avions à 1000 euros, elle a un chiffre d'affaires de 6000 euros. Mais en réalité, seul le chiffre d'affaires n'est pas une donnée très fiable. Il doit être comparé à un autre facteur, les coûts de production, c'est-à-dire ce que mon entreprise a dépensé pour produire. Le chiffre d'affaires moins les coûts de production, cela nous donne le bénéfice. Si à l'inverse il y a plus de coûts de production que de chiffre d'affaires, on parlera alors de perte. Et le retour sur investissement, ou ROI en anglais, qu'est-ce que c'est? Prenons la situation de cette entreprise. Elle fait déjà des bénéfices, mais elle aimerait en faire plus. Pour cela, elle va investir dans une nouvelle machine, ce qui augmente forcément ses coûts de production. Mais, bonne nouvelle, cela augmente aussi son chiffre d'affaires. Pour calculer le retour sur investissement, on va isoler les nouveaux coûts et les nouveaux bénéfices. Ensuite, c'est une formule mathématique un peu complexe. Nouveau gain moins nouveau coût divisé par nouveau coût multiplié par 100. Dans notre cas, 3 moins 2 divisé par 2 fois 100, ça donne 50%. On parle alors d'un retour sur investissement de 50%. Cette mesure permet de comparer les différents investissements pour savoir lequel sera le plus rentable ou le plus prioritaire pour augmenter les bénéfices. Attention toutefois, c'est une mesure avec de nombreux biais, notamment la durée. C'est pas pareil un investissement qui me rapporte sur un an qu'un investissement qui va me rapporter chaque année pendant 30 ans. Attention toutefois, le retour sur investissement souffre de nombreux biais. Le premier, c'est la durée. Ce n'est pas pareil un investissement qui va me rapporter sur un an qu'un investissement qui va me rajouter des gains pendant 10 ans. Ensuite, le retour sur investissement ne prend pas en compte tous les autres facteurs qui pourraient expliquer cette hausse du chiffre d'affaires, autre que le nouveau coût. Il faut donc se méfier de toutes ces données. Au petit-déj, en omelette, sur le plat ou encore dans les gâteaux, un Français consomme en moyenne 220 œufs par an. On parle de son prix dans le juste prix des choses. On en met partout, Romaric. Oui, exactement. Les œufs, c'est un aliment de base et c'est un aliment qu'on peut décliner de tellement de manières. Tu l'as dit, je ne sais pas lequel est préféré, lequel vous préférez. Au petit-déj. Petit-déj, ouais. Mais sous quelle forme? À la coque Alors, ça dépend. C'est soit au plat, soit en omelette. Ah, d'accord. Les œufs brouillés, c'est quand même. Les œufs brouillés, c'est ouais. bon. Ouais, j'avoue. En fait, tous ces œufs sont bons. Là, en plus, c'est l'été. On peut les faire en œufs durs pour les mettre dans une salade bien fraîche. Je ne saurais pas vous dire, je ne saurais pas trouver tous les mots, les superlatifs pour vous exprimer mon amour des œufs. Ah ouais, à ce point-là. J'adore ça. C'est simple, je pourrais manger que ça. En fait. Ah oui. Avec du pain et puis du beurre au cristaux de sel. Bien sûr, voilà. De tous les formes. En fait, ça se mange. Je ne sais pas comment dire. Ça se mange à l'infini. Et d'ailleurs, tu l'as dit, je ne suis pas le seul parce qu'on en mange en moyenne 224 par an en France. C'est plus précis que ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit 220, 224 exactement. C'est plus précis. Ça reste des moyennes. Là, je suis sur 2024. Je crois que c'était 223 l'année précédente. D'accord. Visiblement, on en gagne un par an. Alors, on le comprend, c'est un super aliment en fait. L'œuf, c'est riche en protéines, en acides aminés, en zinc, en antioxydants. En gros, à part la vitamine C et les fibres, on a à peu près tout dans les œufs et tout ça pour un prix qui reste très raisonnable. D'ailleurs, les œufs ont fait l'actualité récemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez à quelle occasion. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu une pénurie à un moment, non, exactement, en début d'année. Une pénurie aux États-Unis en fait qui a causé une explosion des prix qui était due à une grippe aviaire. Ils ont dû tuer à peu près 200 millions de volailles, parmi lesquelles une grosse part de poules, donc ils ont manqué d'œufs. Les prix ont explosé, ils ont augmenté de 63% en moyenne dans le pays. Ça a même donné un mot valise.
Eggflation, qui vient de egg et flation de l'inflation. En France, la situation était un petit peu différente, mais avant de se lancer dans les explications, nous sommes allés demander dans la rue à combien les gens estimaient une boîte de 6 œufs. 3-4 euros. 2 euros et quelques, 2,50 €, 3 euros. 2,30. Je pense que ça doit coûter en moyenne 2,50 €, je dirais. En général, je sais pas, 3-4 euros. Alors, ça vise juste? Ça vise assez juste. Chose assez rare dans nos micro-trottoirs, Ouais. les gens sont plutôt au-dessus du prix moyen D'accord. constaté en France, qui est de 2,15 € pour une boîte de 6. On leur pardonne parce qu'on le voit, ce sont des Parisiens et en moyenne à Paris, les prix sont souvent plus élevés. C'est un peu plus cher, ouais. Ouais, en grand témoin, en spécialiste de l'œuf, je peux vous dire que j'ai vu des boîtes de 6 œufs à plus de 6 euros dans Ah ouais, certaines quand même. grandes surfaces. Ça fait plus d'1 euro Des l'œuf. œufs de poule. Des œufs de poule, ouais, Ouais. ouais. Ça pique un petit peu. Ouais. Oui, on parle pas des œufs de Pâques, c'est fini. Ouais. Les œufs de Pâques, Oui, non, Quentin. on sait jamais, à C'est- ce prix-là. C'est plus Ni maintenant. de l'autruche, voilà, on reste sur la poule. Pour y revenir, donc, à nos poules justement, dans la moyenne nationale, elle se situe à 2,15 €, mais globalement, on trouve les boîtes de 6 entre 1,90 € et 4,50 €. Bah alors, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ce que pensent nos personnes interrogées de ce prix. Allons-y. Allez. Ça me choque pas, de toute façon, non. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Ouais, parce qu'en ce moment, pourquoi ça me choquerait, en fait, la vérité. En vrai, ça va. Si oui, il faut faire de la marge après pour les producteurs, pour les... Oui, ça va. Non, ça va. Je trouve que ça va, c'est pas aberrant, mais ça pourrait être un peu moins cher. Non, moi je trouve que c'est plutôt honnête. Parce qu'on peut nourrir une famille de 3 avec. Pour 2,50 €, c'est pas mal pour une omelette. Non, je me demande si c'est un bon prix, puisque les personnes qui les produisent, enfin même si c'est les poules, mais les personnes qui les ramassent, je pense qu'ils sont pas assez rémunérés. Donc c'est peut-être un peu bas. Mais ça peut aider les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent de se nourrir, donc c'est bien aussi. Mais il faudrait un juste milieu, quoi. On voit que les gens ne sont pas choqués et même parfois surpris que ce soit pas si cher que ça. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, on en mange beaucoup des œufs, ça fait partie de notre alimentation du quotidien, mais on s'inquiète aussi pour les producteurs, les agriculteurs qui les produisent, et donc quand on voit un produit d'une telle valeur si peu cher, on se demande d'où ça vient. Alors, sans surprise, la grande partie du prix d'un œuf, c'est l'alimentation de la poule qui principalement mange des céréales, surtout quand elles sont élevées en cage. Quand elles sont à l'extérieur, elles ont droit à des petits bonus comme des vers, des insectes Ouais. et les graines qu'on trouve dans le sol. Tout ça, ça représente donc la moitié du prix d'un œuf. Ensuite, on a la main-d'œuvre, donc le producteur en général, qui se rémunère, et ses employés, avec tout ce que ça implique comme coût. Ça représente entre 15 et 20% du prix de l'œuf. Le fonctionnement, la maintenance des exploitations, c'est 10-15% à peu près. Mais il y a aussi, puisque les poules sont les principales productrices, des soins vétérinaires qui sont très importants. C'est toujours un enjeu de santé publique aussi, ce qu'on mange. Donc ces soins vétérinaires, ils représentent quand même entre 5 et 10% du prix. Et tout le reste, c'est l'énergie, la gestion des déchets, l'administration. Et là aussi, on est entre 5 et 10%. Donc vous voyez, c'est principalement l'alimentation qui compte. Donc on l'a dit, malgré la crise aux États-Unis, les prix de l'œuf en France sont restés plutôt stables. Mais c'est pas dit que cela perdure. On en discute juste après avoir demandé à nos interrogés jusqu'à combien ils seraient prêts à payer pour une boîte de 6 œufs. Ça dépend de la qualité des œufs. Moi, je suis très dans la qualité des produits parce que j'aime cuisiner. Je peux mettre jusqu'à 4-5 € une boîte de 6 œufs. 2,15 €. Comme prévu. Bah, en vérité, s'il n'y avait plus que ça, 6 œufs, je les achèterais quel que soit le prix. Parce que je trouve que alimentairement, c'est une base de l'alimentation. Pour une boîte de 6 œufs, au maximum 3,50 €. Bah 3-4 euros, pareil. C'est pas mal, Romaric, on voit finalement que les gens sont prêts à mettre le prix quand même pour continuer à manger des œufs. Oui, ça veut dire qu'ils reconnaissent bien la valeur du produit. Je ne pense pas qu'on en arriverait quand même à ce qu'on a vu aux États-Unis où certaines douzaines d'œufs sont montés à plus de 20 $ dans Ouais. certains États. Et pourtant, il continue à y avoir une pénurie, donc c'est que ça se vendait. En France, l'épidémie de grippe aviaire, elle n'a pas frappé comme ça s'est passé aux États-Unis. On a quand même abattu à peu près 10 millions de volailles en Europe de manière générale, et la France est le plus gros producteur d'œufs avec environ 14,9 milliards d'œufs par an.
Waouh. C'est quand même assez C'est énorme. Mais on a été épargné notamment grâce à notre modèle de production en fait, qui fait qu'on a des exploitations beaucoup plus modestes. Donc s'il y a un cas de grippe aviaire dans une exploitation, c'est moins de volailles qui est abattu. C'est des exploitations familiales, mais on reste sur une surveillance très très proche des cas parce qu'on sait toujours que ce genre d'épidémie ça pourrait venir. On surveille aussi la situation aux États-Unis en fait de pénurie puisque cette pénurie pourrait amener les Américains à acheter chez nous et donc peut-être à faire monter les prix des œufs avec une moindre quantité. Toujours est-il que pour l'instant, on a des contrats entre les distributeurs et les fabricants qui permettent de stabiliser les prix, mais on voit aussi une grande progression de la consommation des œufs en France, notamment parce qu'on fait attention à son alimentation. C'est aussi un peu boosté par beaucoup d'influenceurs sport et santé qui vantent les mérites des œufs par rapport à la viande rouge, par rapport à tout ça. Et donc, voilà, on pourrait s'attendre à voir à long terme le prix de l'œuf augmenter. Je ne peux pas être sûr, mais disons qu'on est sur une situation à suivre de près. Bon, eh ben on va faire attention alors. Merci. Tout à fait. Romaric. Merci à toi. On va passer maintenant à un tout autre sujet. J'ai envie de dire, on passe du coq à l'âne presque, mais on passe de la poule aux jeux vidéo, puisque Nintendo a sorti une nouvelle console. L'entreprise japonaise est un mastodonte, hein, vous le savez, du jeu vidéo. Mais aujourd'hui, on va aussi parler d'une marque qui n'a a priori pas grand-chose à voir. Je pense que j'ai complètement foiré mon lancement. Quentin, ça va à peu près? Non, ça va. On s'en sort. On en parle dans l'article conso. Non, pas de soucis, Nam. On se fait très bien. Je t'ai encore préparé un truc de geek pour cette semaine. Dis-moi, toi, est-ce que tu es plutôt Apple ou Nintendo, justement? Je voulais choisir entre les deux. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très Nintendo quand même. Ouais. Moi, Mario Bros, c'était hyper important. Je vois Romaric qui fait ça, donc je pense que pour passé à l'iPhone, quoi. Et je suis un peu plus passé à Apple. Ouais. Ah oui, parce que d'un côté, tu as ton smartphone qui te coûte un mois de loyer, et de l'autre, tu as des consoles en plastique qui te font croire que jeter des carapaces bleues, c'est le summum de la technologie et de la compétition. A priori, donc, c'est deux marques qui n'ont pas grand-chose en commun, et pourtant, elles fonctionnent presque sur le même modèle économique. Il y a un culte de la marque, un écosystème très fermé et des fans qui seraient prêts à vendre un rein pour avoir un de leurs produits. Tu veux dire qu'il y a aussi des Apple addicts, finalement? Ouais, c'est ça. Dans le monde du jeu vidéo, on a les mêmes. Tout le monde connaît un pote qui te regarde de travers si tu oses parler d'un téléphone Android. Et côté Nintendo et jeux vidéo, c'est pareil. Il y en a certains qui n'ont jamais trahi Mario depuis leur première console sur Super Nintendo, justement. C'est peut-être votre cas, c'est peut-être ton cas, Romaric. Même quand la concurrence faisait mieux, hein, team PS1 dans les années 90. Oui. C'est un attachement quasi émotionnel, pas rationnel, m'expliquait pour préparer cette chronique Stéphane Rapneau, qui est professeur d'économie du jeu vidéo à la Sorbonne. Et ça vient d'où alors ce fanatisme? C'est de la stratégie produit. Apple et Nintendo, ils ne vendent pas que des produits, des jeux vidéo, des objets technologiques, ils vendent aussi tout un univers. Tu veux écouter ta musique ou jouer en ligne, il te faut leur appli, leur console, parfois leur câble ou leur abonnement. Déjà dans les années 1980, par exemple, Nintendo faisait payer aux développeurs un label qualité pour sortir des jeux sur leur console. C'était aussi une excuse pour, au passage, ramener un petit peu d'argent dans la machine. Et un peu comme Apple, qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, proposait leur propre chargeur, le port Lightning, qui était remplacé il n'y a pas longtemps, mais qui leur a pareil permis de vendre des produits Apple ou des produits certifiés pendant de nombreuses années. Résultat, tu es enfermé dans leur petit monde, mais au moins, tu y es bien. Ouais, mais ils font aussi beaucoup de marge, non? Et oui, justement, c'est toute une histoire d'argent, surtout dans plein les poches. Les deux marques misent sur la rentabilité, pas forcément que sur le volume. À la différence que Apple, c'est 160 000 salariés, Nintendo, c'est à peine 7700. Ah oui. Donc, c'est des artisans du jeu vidéo presque, mais qui savent pas leur savoir-faire parce que justement, la nouvelle console dont on parlait, la Nintendo Switch 2, elle est vendue à 470 € le prix de vente recommandé, avec Mario Kart, donc le jeu phare du lancement, vendu à 90 € la cartouche. Ça commence à chiffrer un peu. La carapace rouge, c'est surtout dans le portefeuille, quoi. Ah ouais. Et du coup, Nintendo devient un peu le Apple du gaming. Voilà, c'est ce que certains commencent à redouter. Nintendo qui visait historiquement le public famille, jeune, avec des consoles colorées, accessibles. On se souvient de la Wii, qui était le truc hyper grand public des années 2000. Là, on va clairement tester la fidélité des fans. Comme Apple, ils ont réservé les précommandes aussi à ceux qui payaient déjà l'abonnement à leur écosystème et à leur jeu en ligne.
Bref, pas besoin d'être les plus performants ou les plus ouverts. Il faut surtout être ceux à qui on pardonne tout, visiblement. Eh bien, merci beaucoup, Quentin, pour cet éclairage. Merci à toi, Romaric, d'être venu également nous parler des œufs. Tu vas laisser ta place, comme d'habitude. Merci d'être venu, puisque c'est Antoine qui va nous rejoindre. Qu'il soit rond, carré, rectangle, bleu, noir ou rouge, avec ou sans paillettes, assorti ou non à votre tenue, le sac à main est un accessoire de mode à part entière. Il peut être tout à fait abordable ou au contraire avoir des prix qui s'envolent. Saviez-vous qu'il y a un véritable marché du sac à main? Alors, investissement chelou ou pas? Réponse avec Antoine. Réponse avec Antoine. C'est de mieux en mieux. Alors Antoine, le sac à main, bon, mauvais plan, investissement chelou ou pas? Alors c'est un grand oui. Les sacs à main de luxe, on le vend en poupe et comme toujours, en fait, j'ai envie de te dire, puisque bah oui, quand est-ce que les sacs à main de luxe n'ont pas été convoités par les élégantes parisiennes, par exemple? Parce que la banane promotionnelle du Futuroscope, moi j'ai connu des gens à qui ça plaisait beaucoup au second degré, certains au premier degré, mais pour un dîner dans un restaurant étoilé, une réunion business dans le 8e arrondissement, en fait, toutes les nanas, elles savent que ça va jamais passer, en fait, le sac cabas fast fashion et tout. Non, ça va être hyper direct. Alors après, on entre dans le nerf de la guerre. Le problème évident du sac à main de luxe, c'est au niveau des prix. Là, ça pipique un peu quand même. Pour citer un exemple bien connu, évoquons sans plus tarder le boss de fin de niveau des sacs à main, puisqu'on parlait de jeux vidéo. En passage, moi j'ai eu la NES, pas la Super Nintendo. Le Birkin d'Hermès. Alors le sac Birkin d'Hermès, qui est bien connu des fashionistas évidemment, et même des femmes normales, se négocie entre 5 000 et 330 000 euros aux enchères. C'est-à-dire qu'on passe du prix de la Twingo d'occasion de ma mamie à celui d'un pavillon modeste dans le Val d'Oise, par exemple, avec jardin. Sacré gap quand même. Voilà, il y a un gros gap. Mais voilà, avec l'essor des réseaux sociaux et le goût croissant du public pour les pièces de seconde main, eh ben en fait, des investisseuses de talent ont commencé à remettre en état des sacs à main pour leur donner une seconde vie et bien sûr pour faire une petite plus-value, puisqu'on est là pour faire un petit billet, nous, comme vous le savez, Noam et Quentin. Exactement. Et pour évoquer ce sujet brûlant, je m'en suis remis à une experte que j'ai dénichée, que ma femme a déniché sur Instagram. J'ai reçu un coup d'électricité dans le cou. À savoir Camille, qui tient le compte Instagram @l.investi avec un T. On l'écoute tout de suite. L'investissement dans les sacs, l'objectif en gros quand vous achetez un sac dans l'idée de le faire rénover puis de le revendre plus tard pour générer une plus-value, c'est que le sac que vous allez acheter va se revendre bien, autrement dit à un bon prix et rapidement. Donc pour ça, il faut investir sur des modèles qui soient iconiques, intemporels et consensuels. Donc grosso modo, moi j'ai ce que j'appelle un trio de marques iconiques très connues et qui se vendent très bien, Hermès, Chanel, Dior. Quand j'ai commencé, et c'est ce que je préconise aujourd'hui, quand on commence dans l'investissement dans les sacs, l'idéal c'est d'aller sur l'une de ces trois marques-là. Ensuite, on va venir sélectionner les modèles les plus intemporels, ceux qui se vendent le plus en France et mondialement, à savoir par exemple le Kelly ou bien le Birkin de Hermès, alors qui sont pas forcément disponibles quand on commence tout juste parce que c'est un gros ticket d'entrée. Par contre, c'est aussi une très belle plus-value à la revente. J'ai fait appel et j'ai construit au fil des années un réseau d'artisans maroquiniers spécialisés dans le luxe pour pouvoir rénover mes sacs et ceux des personnes que j'accompagne. Concrètement, les critères pour moi à respecter, un bon artisan capable de rénover un sac de luxe, c'est très souvent quelqu'un qui est déjà passé par les ateliers des grandes marques de luxe telles que Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès, etc. Après, vous avez des artisans qui vont être un petit peu plus spécialisés en teinture de sacs. C'est le cas par exemple d'une artisan avec qui je travaille beaucoup qui s'appelle Margot de Pluriel Seconde Main. Elle a vraiment une expertise de retrouver la bonne teinte de sac pour le recolorer. Et puis, vous avez aussi des artisans qui sont un petit peu plus généralistes et qui, de manière générale, vont être capables de rénover plusieurs types de sacs de luxe parce qu'ils connaissent les règles à respecter, à savoir les points de couture, toute la partie vraiment bichonnage, hydratation, etc. pour ne pas faire perdre de valeur au sac en altérant la qualité de son cuir ou de ses coutures notamment.
Alors Antoine, finalement, il ne suffit pas d'aller aux enchères pour faire de belles plus-values, non? Et non, alors effectivement, bon, juste pour information, elle parlait aussi du comment elle va aux enchères, comment elle chine les bonnes pièces et tout. J'ai dû couper pour les besoins du montage pour notre plateau, mais je remettrai l'intégralité pour les vrais passionnés sur notre site internet 20minutes.tv. Alors non, il suffit pas d'aller aux enchères. Effectivement, en écoutant notre experte, là, tu as bien compris que c'est une grande connaisseuse des belles pièces et qu'elle a avec elle en fait des artisans chevronnés qui réalisent la prestation de réparation. Donc évidemment il y a un billet. C'est avant tout donc une passionnée de la meuf, de la mode, cette nana là, qui aime profondément les sacs qu'elle va faire rénover. Elle explique sur son compte qu'elle attend en fait de trouver la bonne personne parmi les acheteuses à qui le sac à main ira le mieux en quelque sorte. Voilà, c'est peut-être aussi un argument commercial, mais bon. Au bon prix, donc toujours évidemment. Et les résultats là tombent. Parlons maintenant des plus-values. Ouais. Sur son compte, Camille encourage les femmes à se lancer dans un petit side business en règle générale et explique en toute transparence sur son compte combien elle investit, combien elle a retiré des opérations, combien lui ont coûté les réparations, etc. Donc dans une story récente que j'ai consultée, là, elle poste l'image d'un sac vintage Chanel qui a environ 35 ans, donc vraiment belle pièce de collect, qu'elle a acheté aux enchères pour 889 €. Donc déjà, comme un gros billet d'entrée, faut dire. Ouais. Elle montre la réparation de la poche intérieure qui a coûté 190 € et le prix de revente à la sortie quand même, attention, s'accroche aux chaussettes, 1937 €. Donc ça fait plus-value 858 €. Ça fait partie des investissements chelous les plus intéressants que j'ai présentés jusqu'à présent aussi. Encore plus facile, elle montre aussi sur une autre story une pochette Dior qu'elle a acheté 287 € de la même manière, c'est-à-dire aux enchères, revendue 800 € sans aucune réparation. Ça veut dire 513 € de plus-value et ça reste intéressant pour la personne qui l'a acheté en réalité. Dernière pour la route, petit sac Kelly de chez Hermès en crocodile. Là, elle a sorti un gros billet aux enchères, 2306,50 €. Le sac Kelly de chez Hermès en crocodile. Camille, elle a investi 760 € pour faire réparer la poignée, nettoyer le cuir, comme elle en parlait tout à l'heure, restaurer une couture. Résultat, à la sortie, elle a revendu 6770 €. Et là, ça fait la très très belle plus-value à 3703,50 €. Voilà, Noam, je ne vais pas te dire qu'on s'est trompé de métier, parce que je vais rester poli, mais plutôt que les side business, quand même, ça vaut quand même le coup de se pencher dessus, parce que clairement, du côté des passions, il vaut mieux se lancer dans le sac à main plutôt que de faire le DJ de mariage le week-end comme Quentin. Peut-être que je peux tirer mon tote bag 20 minutes, je peux en tirer combien, tu penses? Le tote bag 20 minutes, il se négo à, je crois que on est sur du 28 € là. Ah ouais, pas mal quand même. Ouais. Du coup, on va regarder. Mika va nous faire un plan large là du plateau et on va regarder un peu ce qu'on peut, revendre peut-être. Essayer de le retaper. Un compteur en pièces détachées. On a un joli petit chariot. Là, je suis sûr que si on le customise. Là, j'ai des nouvelles baskets aussi. Je sais pas si ça voilà. Parfait. On va essayer. On s'y penche et on verra si on peut revendre des choses. Merci Antoine. Et tant qu'on est dans les prix qui s'envolent, eh bien, il est temps de s'intéresser à nos amis milliardaires, car les ultra-riches ont aussi des choses à nous raconter. Et alors attention, à chaque fois, c'est l'arrivée de Jean. Oh là 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 là, attention, là, il arrive en ski. Il est en train de nous faire un tour. C'est parti. Et Jean arrive des Alpes, j'ai l'impression. Des Alpes. Ah, ma tenue Ouais. Ah non, pas du tout. Ski Dubaï. Ah oui, rien à voir avec les Alpes. Non, Ski Dubaï, la piste de ski dans le désert climatisé. Ah non, les Alpes. C'est surfait, le froid, la vraie neige. Ah ouais, non. Non, Ski Dubaï, c'est super. Le vin chaud est pas ouf, mais sinon, je vous le conseille. Très sympa. D'accord. Je ne suis pas venu vous parler de Ski Dubaï. Je suis venu. Alors, je vous propose de prendre un petit peu de recul, d'essayer de voir un petit peu plus loin que la prochaine Garden Party et de parler de l'état de la planète. Ouais, ça va mal. Le réchauffement, les ouragans, les inondations, les animaux qui meurent. Voilà, c'est dramatique. C'est dramatique. Et pourtant, et on le dit souvent sur 20 minutes TV, on sait. Comment lutter contre le réchauffement climatique? Oui. Alors on sait. Il faut arrêter les jets privés. Il faut arrêter les parcours de golf, oui, il faut arrêter d'extraire des diamants dans les mines, oui, par exemple. Il faut à Dubaï. Voilà. Alors peut-être pas. Souvent l'écologie. Ça n'est pas prouvé, la consommation, la surconsommation, les vêtements de luxe, etc. Oui, c'est un petit peu triste tout ça. Alors moi, ce que je vous propose pour sauver la Terre, c'est de nous enterrer, tout simplement. De s'enterrer. Alors de s'enterrer, oui, comme des taupes. Mais des taupes
très riche. Tout à fait. Alors ce qui est marrant, c'est que dans les conversations qu'on peut avoir avec mes amis dernièrement, le Nec Plus Ultra, la tendance, ça n'est plus d'avoir un voilier XXL, c'est d'avoir son propre bunker pour la fin du monde. Alors ça, c'est hyper tendance. Des potes reptiliens, toi. Exactement. C'est pour ça. Et alors le top. Le top pour ça, c'est la société américaine Safe, bien nommée, qui propose donc des bunkers de ultra luxe. Et ce qu'elle veut faire, c'est un réseau de bunkers pour ultra riches partout à travers le monde. Le premier va ouvrir l'an prochain en Virginie. On voit des images en même temps que tu parles. Hein. Ouais, alors prenez date. Alors on entend bunker, on se dit ok, bunker de la Wehrmacht. Non, pas du tout. Ce sera un bunker avec des suites royales, une piscine à l'intérieur, des restos gastronomiques. Un cabinet médical géré par intelligence artificielle et alors le pompon, une salle de thérapie par intraveineuse. Voilà, j'ai pas compris ce que c'était, mais ça super. Ça m'intéresse, ça. Ouais, non, mais alors attention parce qu'on sera peu nombreux. Bienvenue dans la salle Jim Morrison. Vous pouvez réserver une petite suite de 200 mètres carrés ou alors vous payez le penthouse sur plusieurs niveaux de plus de 2000 mètres carrés. Ouais, alors justement, tu viens de dire vous payez. Ça va coûter combien cette petite histoire? Alors, ça va coûter combien? Je vais poser une autre question. Quel est le prix de la vie? Quel est le prix de la vie? Alors, en l'occurrence, c'est $20 millions. Ça, c'est le prix d'une vie. Pour une petite place de locataire dans le bunker. Alors, pour ce prix-là, Safe vous promet que vous serez protégé de tous les éruptions solaires, les guerres nucléaires, les gilets jaunes, les attaques. Kanye West comme voisin non plus. Voilà, peut-être, je ne l'ai pas vu sur la liste d'attente. Alors évidemment, hors de question, une fois qu'on a fermé les portes, hors de question de laisser rentrer les pauvres. Hein, voilà, restons entre nous. J'entends cette petite voix qui nous dit que c'est un petit peu égoïste, que c'est un petit peu scandaleux. Je vais retourner l'argument. Moi, je pense que c'est très écologiste. C'est très écologiste parce que, en fait, ça sera 625 personnes qui ne seront plus sur Terre, voilà, et qui pourront laisser les autres, s'en sortir là-haut. Donc, voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est un beau geste pour la planète. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et il faut conclure avec ça. Merci beaucoup. Merci Jean, merci Antoine, merci Quentin, merci à Romaric également, et puis merci à toute l'équipe qui a préparé toutes ces émissions plein les poches. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci de nous suivre chaque semaine. 20 minutes, c'est votre compagnon du quotidien. On se retrouve la semaine prochaine au même endroit, à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.